Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Si vous ne le savez pas, je vais le rappeler, j'ai écrit 3 livres sur l'histoire de la Guadeloupe, la période de la guerre de Guadeloupe, je l'appelle comme ça, en 1802. Le cri de l'innocence, solitude enfance, solitude révolte. Alors, il est très important de préciser une chose, le cadre de mes romans historiques s'inscrit au-delà de la vie de solitude. Solitude sert de curseur pour pouvoir parler de Louis Delgrès, Joseph Ignace, Massoto, tous les autres. Mais c'est surtout pour parler des conditions de vie des captifs en 1802 et même avant. Puisque je remonte à Ayomide, qui part de Ouida, c'est une Yoruba, et qui va arriver en Guadeloupe et qui va être vendue. Elle a 14 ans, elle est enceinte parce qu'elle a été maltraitée sur le bateau et elle arrive enceinte. Elle est enceinte d'un marin français. Bref. Mais il y a une chose que je dois préciser, c'est pour ça que je fais cette vidéo. En 1794, ça va aussi être un lien avec Saint-Domingue, qui va mener sa révolte aussi, et qui va devenir Haïti. En 1794, la France, forte de sa révolution, décide d'abolir l'esclavage. Quand je dis la France, c'est pas un État constitué, je rappelle que c'est la fin de la monarchie en 1789, le roi de France par la suite a été guillotiné, ainsi que Marie-Antoinette, etc. On va rentrer même dans le règne de la terreur, on guillotine tout le monde. Au-delà de ça, la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, voilà, la France veut se donner une nouvelle dynamique, une nouvelle dimension, ils ont aboli les privilèges, donc les esclaves sont affranchis. Revenons à la Guadeloupe. Nous sommes en Guadeloupe, la Martinique, voilà, même chose. On parle des Antilles, là, parce que quand on dit qu'il est aboli, ils n'ont pas non plus aboli toutes leurs colonies, etc. Mais au-delà de cela, vous avez donc cette abolition. Vous avez un individu qui vit en Guadeloupe, qui était un captif, on peut dire esclave si vous voulez, moi je dis captif. À ce moment-là, on lui dit « t'es affranchi ». Il devient un vagabond. Il n'a pas de ressources, il n'a pas de logement, il n'a rien pour subsister. Soit il va rester sur l'habitation, c'est comme ça qu'on appelait une plantation, en vérité on dit habitation en Guadeloupe, soit il va rester sur l'habitation et continuer à couper la canne, mais cette fois il aura un salaire. Mais bon, il faut dire les choses, ce qu'on appelle un salaire, c'est plutôt, bon, on va t'héberger, ensuite on va te donner toujours la toile qu'on doit te donner chaque année, je crois que c'est 4 mètres de souvenirs de toile pour former un vêtement, et on va te nourrir. Voilà ton salaire. Bon, il y en a beaucoup qui veulent pas continuer à faire ça, parce qu'ils ont déjà suffisamment souffert sur les habitations, et qui veulent aussi peut-être construire une vie sociale, avoir enfin le droit de se marier, parce que le code noir ne le permettait pas, et avoir une famille, etc. Donc de 1794 à 1802, il y en a beaucoup qui vont rentrer dans l'armée, parce que l'armée française, en fait, souffre face aux Anglais et aux Espagnols, par rapport à la Martinique, les autres îles, de l'arc antillais, etc. Et donc, les soldats français meurent pour beaucoup de la fièvre jaune, alors que les soldats antillais, qui viennent d'Afrique, en fait, ont une résistance naturelle et sont plus forts physiquement. Quand je dis qu'ils viennent d'Afrique, il y a aussi ce qu'on appelle les bossals, ceux qui sont nés sur l'île. Parce que vous savez, vous avez 2 choses, vous avez les bossals, ceux qui venaient d'Afrique, et puis ceux qui étaient nés sur l'île, il y avait ce distinguo. En tout état de cause, beaucoup rentrent dans l'armée française. Napoléon Bonaparte va jouer sa partition, il est premier consul, et pourquoi, en 1802, il va aller à l'encontre du bon sens et de la morale et rétablir l'esclavage. Il va le rétablir pour une raison qui est très simple, c'est une raison économique. La France, je le rappelle, a construit sa fortune principalement sur le sucre qui est devenu l'or blanc à partir du moment où ils ont été en capacité d'en produire. Donc les colons, les sucriers entre guillemets, participent pour beaucoup à l'économie française. L'Algérie a prêté de l'argent à la France, beaucoup. La France est endettée, la France n'a plus les moyens de son ambition. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 1830, la France va envahir l'Algérie. Bon, ça, c'est une autre histoire. En tout état de cause, quand Napoléon constate que les caisses sont vides, que la France a besoin d'argent pour faire ses réformes, je rappelle que les boulevards haussmanniens sont, entre guillemets, l'œuvre justement de ces entreprises sucrières, et ce sont les captifs, ce sont les martyrs de Guadeloupe, de Martinique, etc., qui ont permis la construction de ces rues.
Donc Napoléon, c'est très simple, il subit une pression de la part des colons qui leur disent « Nous, on n'a pas la capacité à produire autant de sucre, on n'a pas la capacité à générer autant d'argent qu'avant, il nous faut des esclaves. » Il ne va pas faire de calcul stratégique, lui, Napoléon. Il va simplement dire « Ok, puis en plus, je rappelle qu'à cette époque-là, enfin en 1802, quand il le rétablit, Saint-Domingue est déjà rentré dans une dynamique d'insoumission totale. Napoléon est humilié sur la scène internationale, la France passe pour une imbécile puisqu'elle avait aboli l'esclavage et elle est incapable de maintenir l'ordre, entre guillemets, dans ses colonies, et donc Napoléon, par décret, en 1802, rétablit l'esclavage, et la première chose qu'il fait, c'est envoyer le général Richepense en Guadeloupe pour massacrer tout le monde. Et quand ce général arrive en Guadeloupe, la première chose qu'il fait, nous sommes en mars 1802, c'est pas de dire bon je viens rétablir l'esclavage, allez-y, rentrez dans les champs. Il doit s'occuper du cas de ces fameux soldats dont je parlais, c'est-à-dire ces Antillais qui sont rentrés dans l'armée française pour subvenir à leurs besoins, et qui depuis plusieurs années sont intégrés dans cette armée. Vous avez d'ailleurs le commandant Joseph Ignace, ancien esclave, Nègre-Marron ensuite, etc., et qui va rentrer dans l'armée et gravir les échelons jusqu'au grade de commandant. A contrario, vous avez le colonel Louis Delgrès, qui lui est un Martiniquais, un libre de couleur, c'est comme ça qu'il les appelle, qui en fait n'a pas été esclave, néanmoins, il est plus que sensible, il est totalement solidaire des autres personnes de couleur, c'est comme ça qu'il les qualifie, et surtout, il voit une injustice venir. Et donc quand Richepense arrive, première chose qu'il fait, avec ses hommes, écoutez les gars, déjà on va vous changer les uniformes, et on va surtout vous changer les fusils, parce qu'on a des nouveaux fusils. En plus c'est vrai, il y a des nouveaux fusils. Comme les soldats pensent qu'ils sont de l'armée française et qu'ils n'ont rien à craindre, ces soldats noirs, on va dire 80% environ, vont se rendre auprès de l'armée de Richepense, en pensant en fait, voilà, on va nous changer nos fusils, nos tenues, etc. Sauf qu'ils sont tous tabassés, battus très violemment, mis dans les cales de navires, envoyés en Guyane et aux Amériques, où ils ne reverront jamais les Antilles. Louis Delgrès est conscient de cette situation, il a déjà pris des dispositions, il va se mettre au Fort Saint-Charles, Joseph Ignace, la même chose, et après, vous connaissez l'histoire, Fort de Batoua pour Louis Delgrès, habitation Anglemont, et Fort de Mainbridge, à côté de Pointe-à-Pitre, pour Joseph Ignace. En tout état de cause, il est très important de comprendre à ceux qui pensent, quand ils sont en Guadeloupe ou en Martinique, qu'ils sont français, je suis français et j'en suis fier, je chante la Marseillaise, il n'y a pas de problème. T'as envie de chanter la Marseillaise, tu chantes. Mais tu dois bien comprendre que cette fameuse Marseillaise, elle n'a pas été écrite pour toi, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents et arrière-grands-parents, elle a d'abord été écrite pour ceux, n'est-ce pas, qui ont massacré des Chouans en Vendée et qui ont massacré des ancêtres. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'il faut bien considérer que c'est de l'opportunité. En 1848, quand la France a aboli l'esclavage, c'est la dernière nation européenne à le faire, c'est pas par pitié et c'est pas par miséricorde. Ils l'ont fait pas parce que Schellcher il est arrivé en disant « Oh, les pauvres Noirs » ou la Société des Amis des Noirs qui existait en France. Pas du tout. C'est parce que les Nègre-Marrons, le clan des Kellers en particulier, je parle toujours de celui-là parce que c'était un des plus grands, ils les ont harcelés. Plus un Français n'était en sécurité en Guadeloupe et même après en Martinique. Donc cette abolition, elle est arrivée parce que les Nègre-Marrons, les résistants antillais se sont battus. C'est ça aujourd'hui l'âme des Antilles que l'on retrouve dans le combat du Herprac en Martinique par exemple pour la vie chère, ou de l'OPAP si je dis bien les choses, du frère Edson, qui est en Guadeloupe avec Pat et les autres, les autres je les connais pas, désolé, mais vous voyez, ces combats-là sont menés par des Antillais contre la vie chère parce qu'il y a toujours eu cette ostratisation et surtout cette négation de l'histoire et de l'identité antillaise. Quand vous avez aussi à contrario des Antillais qui me disent on n'est pas africains, on n'a rien à voir avec eux, on est tous des Arawaks, force à vous. Faites ce que vous voulez, mais l'histoire, c'est l'histoire. Comprenez bien que la France n'a aucune considération pour vous et que faire valoir vos droits passe d'abord par la reconnaissance de cette histoire. Et la reconnaissance de cette histoire, c'est simplement de reconnaître, au-delà d'une fête le 10 mai, où on va être 15 personnes autour d'un monument, que l'extermination, l'assassinat, la déportation, etc., le déracinement, tout ça, c'est pour des raisons économiques, c'est pour le capitalisme. Donc la lutte aujourd'hui contre le néocolonialisme prend tout son sens
quand on a ces éléments historiques. Abonnez-vous.